Il est 8h27, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Amine. Bonjour. Amine Kessassi, Mehdi Kessassi, Brahim Kessassi. Votre famille est endeuillée, vous êtes endeuillée, la France est endeuillée. Il y a une semaine tout pile, votre petit frère Mehdi a été assassiné. Un choc pour vous et votre famille, bien sûr, un choc désormais pour la France, un point de bascule. Voilà les mots que le ministre de l'Intérieur a utilisés, un crime de terreur. On va dire les choses parce qu'on se les dit souvent sur RMC, on s'est parlé tout le week-end. Je vous avais déjà souvent reçu sur RMC pour votre combat. Et on s'est parlé tout le week-end et dimanche matin, vous m'avez appelé en larmes, en miettes, bouleversé, ne savant même plus pour qui, pourquoi votre frère était mort. Avec même, au début, dans une sorte de réflexe protecteur du grand frère, l'idée que peut-être c'était vous, que c'était à cause de vous. Ce matin, vous vous relevez, vous dites « je veux parler partout, je veux parler autant que je peux ». Mais au fond, je veux quand même commencer par vous demander comment vous faites-vous maintenant? Comment vous faites? Mon petit frère Mehdi, et j'arrêterai pas de le dire, il est mort pour rien. Il est coupable que d'une seule chose, c'est d'avoir été mon petit frère. Et moi, quand je vois mes mains, je vois le sang de mon frère. Parce que ces gens, ce qu'ils ont voulu faire, c'est me toucher à moi. Et comme ils ont pas pu, ils ont touché un jeune innocent, un petit garçon de 20 ans, qui avait rien fait, rien demandé à personne, qui préparait le concours de gardien de la paix. Mon petit frère, mardi 11 novembre, quelques jours avant son décès, il avait emmené ma petite nièce, la fille de mon frère aîné qui lui-même est décédé. Il l'avait emmenée à la ferme pédagogique et il m'a envoyé des photos. Il m'a dit « Regarde, j'ai pris notre nièce » et je lui ai pas répondu. Et je regrette. Je regrette de pas lui avoir répondu, de pas lui avoir dit « Bravo papa, c'est bien ». Et ça, c'est terrible. Terrible parce qu'aujourd'hui, je verrai plus mon petit frère. Votre mère, qu'est-ce qu'elle dit? Ma mère, elle est anéantie, elle a déjà enterré un enfant. Aujourd'hui, elle enterre un deuxième fils, un jeune de 20 ans, son dernier, son petit qui vivait encore avec elle. Ma mère, elle est brisée aujourd'hui. Brisée. Vous avez dormi depuis? Quand je ferme les yeux, c'est toutes ces images qui me reviennent. Je vois mon petit frère dans son cercueil à la morgue. Je revois l'enterrement, je revois toutes ces scènes. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Vous n'étiez pas à Marseille parce que précisément, on vous avait dit de partir. On m'avait demandé de partir dès août. Et depuis août, j'arrête pas de dire est-ce qu'il faut que je mette ma famille sous protection? Est-ce qu'il faut que je fasse venir ma famille avec moi? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent? Aujourd'hui, on est sous protection, mais ça ramènera plus Mehdi. Je voudrais savoir, est-ce qu'il se savait menacé? Est-ce qu'il disait qu'il était inquiet? J'avais dit à mon petit frère, j'avais dit Mehdi, papa, j'ai dit comme on se ressemble un peu, comme on a un peu la même tête, fais attention papa. J'ai dit comme il y a des gens qui me cherchent, imagine, ils te confondent avec moi, ils viennent te tuer, etc. Il m'a dit non, t'inquiète ami, il n'y va jamais m'arriver quoi que ce soit, on se ressemble pas, tu es plus costaud que moi, pas moi, etc. J'ai dit oui, je suis plus gros que toi papa, mais on a la même tête quand même, on se ressemble. Et il était dans cette insouciance, il y croyait pas. Il voulait lui-même, et j'aimerais que vous nous parliez de lui, de Mehdi, devenir gardien de la paix. Tout à fait, mon petit frère, il voulait devenir policier depuis qu'on est petit, c'est ce qu'il veut faire sur Netflix, il regarde des séries policières, ce genre de choses. Et il était inscrit à la prochaine session, je crois que ça commence le mois prochain, pour devenir gardien de la paix. Et moi, pour moi, et si je peux faire passer ce message, c'est que mon frère, c'est un gardien de la paix. Et on doit le reconnaître comme gardien de la paix. On a même eu cette discussion dimanche matin, où à un moment, vous m'avez dit, Mehdi, il est mort parce que c'est mon frère, il est mort pour rien. Moi, j'ai osé, parce qu'on était dans l'émotion tous les deux, parce qu'on pleurait dimanche matin au téléphone, vous dire il est mort pour la France. Est-ce que vous entendez ça? Ah bien sûr, bien sûr. Derrière Mehdi, c'est toute la France qu'on a voulu tuer. Derrière Mehdi, on parle beaucoup de liberté d'expression. On condamne les pays qui ne garantissent pas la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression qu'on a tuée. Derrière Mehdi, c'est des mères entières qu'on a tuées. Derrière Mehdi, c'est l'état de droit qu'on a voulu remettre en question. Derrière Mehdi, c'est la sécurité des Françaises et des Français qu'on a en quelque sorte tué.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que ce combat, ça doit être le combat de tous les Français? Ah oui, sans aucune étiquette. Et moi, ce matin, je veux faire passer aucun message politique. Je suis juste venu parler de mon frère et lui rendre hommage, mais à tout le monde, porter ce combat, porter cette voix. Si vous voulez garantir ma sécurité, si vous voulez garantir la sécurité de celles et ceux qui parlent, il faut se lever. Il faut que tout le monde parle. Si on est des milliers à prendre la parole, si on est des milliers à se lever, si on est des milliers de nouveaux visages qui luttent contre le narcotrafic, eh ben, ils pourront pas tuer tout un peuple, ils pourront pas tuer toute une nation. Je le sens même dans votre besoin de parler. Mehdi, vous voulez parler partout, tout le temps. Si vous aviez parlé toute la nuit, vous auriez parlé toute la nuit. C'est-à-dire que comme si parler était désormais votre raison de vivre. Mehdi, mon petit frère, quelques semaines avant qu'il décède, il a commandé le livre que j'avais publié il y a quelques semaines. Marseille, Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Eh ouais. Un livre tellement prémonitoire. Votre livre, il est paru il y a moins d'un mois maintenant. Marseille, essuie tes larmes. Et le sous-titre de votre livre, c'était Vivre et mourir en terre de narcotrafic. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la lecture de votre livre? Il avait commencé à lire et il n'a pas terminé. Et une amie de Mehdi, une amie de classe, m'a contacté en me disant « Amine, on a un exposé à faire. » Et Mehdi voulait faire son exposé sur ton livre. Est-ce qu'il avait lu jusqu'au moment où dans votre livre vous dites « Je crois qu'il m'en voulait ». Vous parlez de Mehdi et vous dites « Je crois qu'il m'en voulait presque de remuer tout ça ». Mehdi m'avait même lancé un jour « Tu fais de la politique sur sa mort ». Il parlait de Brahim, votre premier frère tué, c'était en 2020. C'est l'origine de votre engagement, c'est votre conscience qui se réveille à ce moment-là, du nom de l'association que vous menez. Tu fais de la politique sur sa mort, ça m'avait beaucoup blessé, écrivez-vous. Est-ce que vous savez s'il a lu ce passage, que vous avez eu des discussions là-dessus? Oui. Alors? Il comprenait pas pourquoi au début je faisais en sorte que la mort de Brahim devienne une mort politique. Il comprenait pas pourquoi je disais que c'était de la politique, tout ça. Et en lui expliquant les choses, il s'est même engagé à mes côtés puisque je me suis engagé politiquement et j'ai été candidat à une élection et il est venu tenir un bureau de vote pour moi, il est venu tracter pour moi. La photo qu'on diffuse de lui, c'était dans le local de campagne le soir des résultats des législatives et il disait « Mon frère a peut-être perdu cette élection, mais de son jeune âge, il a fait ce que personne n'a fait. » Et la fierté que j'ai vue dans ses yeux ce soir-là, c'est une des seules choses qui m'a fait tenir ce soir de défaite au second tour des législatives. Donc, il était là pour vous. Oui. Il était là pour vous. Et quand vous dites j'ai tenu pour lui, vous avez, et il faut le dire, vous étiez 5. Vous avez d'autres frères et sœurs. Comment on vit ça aujourd'hui? Comment eux se vivent? Toute la famille est dans l'incompréhension, toute la famille est est anéantie en fait. On ne se comprend pas pourquoi lui, pourquoi Mehdi, pourquoi le plus petit, pourquoi celui qui a jamais pris la parole, pourquoi celui qui n'est pas sur les réseaux sociaux, pourquoi celui qui a une vie toute tranquille d'adolescent, il va à l'école, il étudie. Les marins de Corsica Linea ont décidé de lui rendre un hommage et je les en remercie. Mais justement, cette question pourquoi? Quand le ministre de l'Intérieur dit c'est un point de bascule, c'est un crime d'avertissement. C'est pas un avertissement, parce qu'un avertissement, c'est quand on vous envoie une balle par la poste en vous disant attention. Tout à fait. Il est mort. Le sang a coulé. C'est donc pour faire taire tout le monde. Vous dites sur ce micro, je ne me tairai pas. Qu'en est-il des autres? Est-ce que depuis, vous avez entendu la crainte d'autres militants? Est-ce que vous pouvez les comprendre? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Bien sûr, moi je comprends la crainte des militantes et militants. Bien sûr, je comprends la crainte de celles et ceux qui habitaient autour de ce rond-point, de celles et ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Mon petit frère, il sortait de l'école. Et c'est ça qui peut se produire pour des gens qui pourraient prendre la parole. Et ce que je leur dis, c'est que regardez-moi, je suis debout, je suis là. Et rien que pour ça, rien que pour Mehdi, rien que pour toutes ces victimes, rien que pour là où on en est arrivé, le point de bascule, ça fait des années qu'on dit qu'il arrive, ça fait des années qu'on dit que la situation a basculé. Et rien que pour ça, on doit tenir pour eux. Vous avez envisagé de laisser tomber? Moi, je sais pas ce que je vais faire de la suite. Aujourd'hui, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je vais tenir debout jusqu'à samedi. Et la suite, j'en sais rien. Samedi, c'est cette marche blanche à laquelle vous invitez le plus grand nombre à participer.
Vous dites on ne peut pas tuer un peuple tout entier. Il y a la réponse politique et il y a la réponse des associations comme la vôtre. Est-ce que les deux sont compatibles? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice seront sur place tout à l'heure. Le président de la République a dit qu'il irait à Marseille le mois prochain. Est-ce que vous en attendez encore quelque chose et qu'est-ce que vous leur demandez? Encore une fois, moi, si je suis venu ce matin, c'est pour jeter la pierre sur personne. La seule chose que je peux dire, c'est arrêtons les discours et passons à l'action. Les discours, on en a entendu. Le constat, on sait où il est, on sait comment les choses sont faites. Maintenant, bien sûr que j'attends un tas de choses. Bien sûr que ce qu'on répète depuis des années, que l'action qui a été lancée avec Marseille en grand, elle doit aller plus loin, qu'il doit y avoir une véritable révolution sociale dans ces quartiers, qu'il doit y avoir une véritable révolution sociale partout en France. Cette révolution sociale, elle s'accompagne d'un tas de choses, des services publics, redonner les moyens à la police, le retour de la police de proximité, les enquêteurs aussi, parce qu'on parle beaucoup du retour de la police de proximité dans les quartiers, mais il est temps de donner les moyens aux enquêteurs d'aller au bout des enquêtes. Et d'aller jusqu'au bout et jusqu'en haut de la pyramide. Vous parlez aussi de tous ces commanditaires qui sont à Dubaï et qui sont ceux qui peut-être ont commandité. On parle d'un des chefs de la DZ Mafia qui aurait depuis sa cellule commandité l'assassinat de votre frère. Vous vous crispez presque physiquement quand je dis ça? Parce que vous avez peur? Parce que quoi? Non, peur, je peux pas avoir peur. Je peux pas avoir peur après ce qu'ils ont fait à mon frère, à mon aîné. Vous n'avez plus rien à perdre. Non, j'ai plus rien à perdre. Et je l'ai dit, c'est une lutte à mort qui est engagée. C'est une lutte à mort aujourd'hui qui est engagée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'État, les ministres doivent protéger ma famille dans un premier temps. Et c'est ce que je souhaite, protéger ma famille dans un premier temps. Ils vous ont appelé en août et ils vous ont dit « Amine, il faut partir ». Et vous avez immédiatement dit « Mais on fait quoi pour ma famille ?» Je voudrais aussi qu'on parle des jeunes. Je voudrais que tous ceux qui nous écoutent ce matin écoutent aussi ce que vous avez à leur dire, Amine, sur ces jeunes qui parfois sont tentés, eux aussi, de rentrer dans ce trafic de drogue. Qu'est-ce que vous leur dites? Le message, je l'ai toujours porté. On croit toujours que ça arrive aux autres. On croit toujours que ça touche que les autres. Ma famille a été touchée par 2 fois. Par 2 fois, j'ai enterré des frères. Et aujourd'hui, et je l'ai toujours dit et je l'ai jamais assez dit, la seule issue possible au narcotrafic, c'est la prison ou le cimetière. Et en l'occurrence, pour mon frère aîné Brahim, ça a été le cimetière. Et pour mon frère Mehdi, qui n'avait rien à voir avec la drogue, qui n'avait rien à voir avec le deal, qui n'a jamais mis un pied dans un commissariat, jamais mis un pied dans un palais de justice, qui n'a jamais été cité dans aucune enquête, qui n'a jamais été cité dans aucun dossier. Et mon frère est mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour rien. Mais il est mort aussi avec vous qui aujourd'hui portez ce message. Hier, à votre place, c'était le grand enquêteur sur la question du narcotrafic, Frédéric Ploquin. Et il disait que votre frère était le point de bascule, pas dans le sens où Laurent Nunez le dit, mais dans le sens d'un réveil des consciences, pour utiliser votre mot. Et on se dit qu'il aura fallu en arriver là, peut-être, pour que le pays entier se réveille. Est-ce que vous vous dites ça? Encore une fois, et je l'ai déjà dit, moi je lance la pierre sur personne, mais aujourd'hui, avec le décès de Mehdi, qui est mort encore une fois pour rien, qui est mort pour la simple raison que c'était mon petit frère, plus personne ne pourra dire je ne savais pas, plus personne ne pourra dire j'ignorais la situation, plus personne ne pourra dire j'ignorais les conséquences du narcotrafic. Qui est l'ennemi? Aujourd'hui, l'ennemi, c'est ceux qui commanditent depuis des cellules, depuis Dubaï, depuis la Thaïlande, depuis l'étranger. C'est ceux qui appuient sur la gâchette. C'est toutes ces personnes, mes ennemis aujourd'hui. Quand vous dites les mères de famille, on veut les faire taire, les jeunes, on veut les faire taire, est-ce que vous craignez en effet que l'assassinat de votre frère soit... Ça n'est plus un avertissement pour vous, on vient de le dire, mais que ce soit un avertissement pour d'autres. Je pense aux magistrats, je pense aux policiers. Comment eux peuvent vivre ce moment? Tout le monde est menacé aujourd'hui. Toutes les personnes qui seraient amenées à prendre la parole sont menacées. C'est pour ça que la réponse, elle doit être plus que forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la crédibilité de la France qui est en jeu.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'état de droit même qui est en jeu. Aujourd'hui, un auteur, j'étais hier avec Roberto Saviano, aujourd'hui, des écrivains, des magistrats, des juges, des enquêteurs peuvent être menacés. C'est pour ça que la réponse, elle doit être à la hauteur. C'est pour ça que notre pays doit se doter de vraies capacités de protection. Et quand on protège les gens, il ne s'agit pas juste de leur dire bonjour, est-ce que vous pouvez partir? Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de partir. Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de se prendre un nouvel appartement. Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de protéger leur famille ou pas, et de prendre en compte et en considération tous les éléments qui les entourent. Et je reprécise pour ceux qui nous écoutent, Amine Kessassi, que vous n'avez que 22 ans et que vous viviez déjà depuis cet été sous protection, mais que, et j'en ai été témoin en rentrant dans ce studio, votre protection est ultra renforcée et prise extrêmement au sérieux. Une question maintenant sur la réponse sur le volet des consommateurs. On l'a vu, c'est une des réponses d'Emmanuel Macron depuis 2 jours. Il parle des consommateurs complices. C'est parfois les bourgeois des centres-villes, dit-il, qui financent le narcotrafic. On ne peut pas d'un côté déplorer les morts et de l'autre consommer en rentrant du travail. Est-ce qu'il faut responsabiliser davantage les consommateurs? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui consomment de la drogue, qui achètent de la drogue et qui nous écoutent ce matin? À toutes ces personnes aujourd'hui, effectivement, plus personne, et ça je l'ai déjà dit, plus personne ne peut dire je ne savais pas, plus personne ne peut dire je ne savais pas ce qui se passait, j'ignorais la situation des quartiers populaires, j'ignorais ce que ça faisait lorsque j'achetais une barrette de shit, j'ignorais ce que ça faisait lorsque je consommais de la cocaïne. Plus personne ne peut dire je ne savais pas. Après, j'ai toujours porté des solutions politiques là-dessus. J'ai toujours demandé un débat autour de la légalisation du cannabis. J'ai toujours prôné un tas d'autres solutions et un tas d'autres options que la répression. Mais voilà, aujourd'hui, moi, c'est Mehdi, ma priorité. C'est rendre hommage à mon petit frère, moi, qui me... Je vois, et je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, physiquement, régulièrement, depuis le début de cet entretien, vous vous relevez, vous avez besoin de reprendre votre souffle, mais aussi comme si vous aviez besoin de reprendre de la force, parce que c'est un combat. Comme si vous repuisiez au fond, dans les mots que vous avez écrits, ce combat-là. C'est comme ça? C'est ça? Tout à fait. Je vais chercher le peu de force aujourd'hui que j'ai. Je trouve cette force dans ma maman qui a tout donné pour ses enfants, qui a tout donné pour sa famille, qui s'est battue pour nous, et qu'on a encore une fois brisé le cœur, qu'on a encore une fois arraché un bout de son cœur, qu'on a encore une fois endeuillé. Et c'est chez elle, dans les mots que j'ai reçus de toutes ces personnes, dans l'engagement des gens que je vois venir vers moi, un tas de personnes se sont mobilisées, des gens sont venus m'accompagner, etc. Et à toutes ces personnes, je veux dire merci et leur dire levez-vous, levez-vous. Mais levez-vous encore une fois. Il va y avoir le moment de la marche blanche samedi, et c'est un début pour vous justement d'une autre forme de combat, qui est un combat dans lequel vous voulez précisément ne pas vous sentir seul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Amine? Aujourd'hui, clairement, ce qu'on peut faire, c'est parler, raconter autour de nous ce qui s'est passé, raconter les choses, continuer à alerter, continuer à interpeller. Et puis les gens qui sont engagés aussi dans des partis, faire remonter aux directions de leur parti, leur dire qu'il ne s'agit plus d'une question de droite, de gauche, de centre. Aujourd'hui, il s'agit de la question de la nation. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir des quartiers, de l'avenir des zones rurales, parce qu'on pourrait croire que cette question ne touche que Marseille. On fait beaucoup l'amalgame en confondant ce qui se passe au Mexique. On parle souvent de mexicanisation, on parle souvent de ce qui se passe à Palerme, etc. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Mais pas besoin d'aller voir à l'étranger. Ouais. Regardons ce qui se passe chez nous. Les situations qu'on décrit ailleurs, elles sont présentes chez nous. Déjà, dans notre territoire. Je pense à Rennes, je pense à Nîmes, je pense à Marseille. Toutes ces cités qui sont ravagées par la drogue, toutes ces zones rurales qui sont ravagées par la drogue. Arrêtons d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Ces situations, on les voit ici, chez nous, aujourd'hui. Vous allez vivre comment maintenant, Amine? Après samedi, vous allez faire quoi? Est-ce que vous croyez encore à la politique? Je peux que croire en la politique. C'est le seul levier qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est la politique. Il n'y a que ça qui peut aujourd'hui changer les choses. Il n'y a que ça qui peut aujourd'hui décider un nouveau cours pour nos vies. Il y a que ça qui peut aujourd'hui décider que le soleil se relèvera dans les quartiers, que le soleil se relèvera chez ses familles. Il n'y a que ça, mais encore une fois, moi aujourd'hui, c'est rendre hommage à mon petit frère, me mobiliser pour lui, me mobiliser pour sa mémoire. Vous y croyez? Vous pensez qu'on peut le gagner, ce combat? J'ose espérer qu'on peut le gagner. J'ose espérer pour ma maman qu'on peut le gagner.
J'ose espérer pour mon petit frère qui est décédé et qu'on a enterré mardi qu'on peut gagner ce combat. Merci, Amine, pour votre sincérité ce matin. Prenez grand soin de vous, pas seulement grâce à tous ceux qui sont à l'entrée de ce studio que je vois là, parce que vous n'êtes désormais plus jamais sans cette protection, sans ces anges gardiens, mais aussi parce que vous pouvez peut-être entendre que la nation est derrière vous. Merci beaucoup, Merci à vous. Amine Kessassi, pour votre témoignage, et je recommande votre livre plus que jamais, et on aurait dû en parler beaucoup plus tôt. Merci en tout cas de l'avoir écrit aussi. Marseille, Essuie tes larmes, c'était aux éditions Le Bruit du Monde, et on peut le trouver bien sûr, et votre association, l'association Conscience. Merci Amine Kessassi.